En fait, on a une réunion qui construit sa modernité autour des éléments de la société de plantation. Qu'est-ce qui est écrit en fait dans ce texte de la loi du 19 mars 1946? Qu'est-ce qu'on dit concrètement? Il n'y a plus de loi réunionnaise. Les lois françaises sont les lois qui sont applicables à la Réunion. D'accord. C'est une solution, en fait, on efface vraiment le paludisme de Saint-Denis totalement. Bonjour Laurent, Bonjour. merci à nouveau de nous accorder de ton temps et de ton savoir pour Batcarré. Donc, on enregistre cet épisode dans le cadre des 80 ans de la départementalisation, parce que le 19 mars 1946, notre île est devenue un département. Et donc, dans ce cadre, je remercie nos partenaires, le département de la Réunion et l'Iconothèque historique de l'océan Indien pour leur soutien dans le développement de cette série de contenus sur les 80 ans de la départementalisation. Et je remercie aussi du coup Lucas de Trapèze Studio, chez qui nous enregistrons aujourd'hui dans les meilleures conditions possibles cet épisode. Donc Laurent, tu es historien, tu fais de la recherche en histoire et tu concentres ton travail essentiellement sur la Réunion. Donc évidemment, on va revenir sur le contexte historique de la départementalisation. Mais peut-être pour commencer, qu'est-ce que ça t'évoque le fait qu'on célèbre aujourd'hui les 80 ans de la départementalisation? Alors, en fait, ce qui est intéressant dans la question de la célébration, c'est aussi la prise de conscience du chemin. C'est-à-dire Mm. on part de 46, on arrive dans les années 80, dans un chemin qui est extrêmement parsemé de changements politiques. Voilà, l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, la régionalisation, une forme d'autonomie politique progressive qu'on a pris localement. Donc voilà, une marge qui était plus importante. Donc il y a à la fois une sorte de double lecture qu'il faut avoir, c'est-à-dire une évolution des institutions qui sont en place politiquement à La Réunion, et en même temps une évolution de La Réunion d'un point de vue structurel, d'un point de vue de ses équipements, d'un point de vue de ses écoles, etc., qui se mène un petit peu un peu en parallèle. Voilà. Et donc, c'est intéressant de se dire voilà, qu'on peut avoir finalement peut-être une sorte de regard un peu en rétroviseur, quoi, Oui. regarder devant et en arrière en même temps. Voilà, Oui, le contraste est quand même assez saisissant entre oui. 46 et aujourd'hui. Un contraste qui est plus fort que si on regarde la France, l'Hexagone, entre 46 et aujourd'hui en termes de changement. Mhm. Donc on peut parler du contexte avant 46. D'abord, c'était quoi le statut de la Réunion dans le cadre de l'Empire colonial, juste avant 46? En fait, on est colonie, on est une colonie, c'est-à-dire qu'on est un satellite de la France dans l'océan Indien. On est dans une période particulière, c'est-à-dire que si on prend le contexte de 46, il faut remonter un petit peu avant. C'est-à-dire que pour bien le comprendre, il faut se placer en 1938. Et 1938, c'est la fin de l'engagisme. En fait, on a un grand épisode qui va se développer après l'abolition de l'esclavage, qui consiste à remplacer la main-d'œuvre qui a été libérée, donc en 72 000 esclavisés qui sont libérés, par une main-d'œuvre qui vient de l'océan Indien et qui va travailler, elle, sous contrat. Mhm. Voilà. Donc, on a une sorte de mondialisation avant l'heure, où finalement, toutes les populations de l'océan Indien, dans lesquelles on peut retrouver des Indiens, des Gujaratis, des Vietnamiens qui viennent du Vietnam, enfin des Annamites qui viennent du Vietnam, des Chinois, des Indonésiens, des Australiens, des Javanais, enfin bon, bref, des Malgaches de la côte africaine, etc. Donc une sorte de migration massive qui arrive et qui va remplacer cette main-d'œuvre libérée. Donc ce système-là, il va monter en charge jusqu'à peu près les années 1880-1890. Il arrive un peu à son maximum. Ensuite, comme on a un réservoir de travailleurs qui est plein, on a une sorte de décroissance progressive des besoins extérieurs, alimenté par le fait que les engagés s'installent aussi à La Réunion, ne repartent plus, donc font souche ici, et donc les enfants deviennent eux-mêmes des ouvriers d'usine, des ouvriers agricoles, etc. Donc on a un moment en fait en 38 où c'est pas qu'il n'y a plus de migration, mais elle a fortement baissé, voilà. Et certainement les historiens réfléchissent encore un petit peu à ça là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a sans doute un effet des grèves de 36 en France qui repose la question du statut des ouvriers
peut-être sur le fait qu'à La Réunion, il faille aller vers aussi un changement et qu'on n'ait plus besoin de cette forme de contrat. Voilà. Et donc, les textes, en décembre 37, on va voter le décret et on l'applique vraiment à l'année 38. Quoi. Voilà. Donc, ça nous donne ce premier élément-là comme contexte d'avant 46. Ok. Les deux autres éléments importants, c'est que tout de suite, cet élément-là, il est mangé par l'entrée de la guerre, l'entrée de la Réunion et la France dans la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc 39-45. Et après, juste après 45, on a 46, la départementalisation. Donc la Réunion traverse une sorte de période un peu à la fois de stabilisation quelque part de sa population ouvrière, de blocus, où elle est coupée du monde, elle va connaître l'installation d'une misère, ce que le P-Avanche ou Raymond Vergès s'appelait la misère coloniale, c'est-à-dire une forme de pauvreté qui s'est installée dans le territoire de façon très forte et qui fait que on a une forme de stagnation de la société réunionnaise qui reste encore dans le modèle de la société de plantation et qui, quelque part, est en train de constater effectivement qu'il y a une évolution, qu'elle est peut-être un petit peu à la porte de cette évolution globale du territoire, des droits, de la question même de l'émergence d'une nouvelle élite politique. Donc ce contexte d'avant 46, il est marqué par la fin de ce grand épisode, cet épisode de la guerre de 39-45, et puis certainement pas la fin, mais en tout cas quelque chose qui fragilise le modèle réunionnais qui à ce moment-là, c'était une forme d'autarcie alimentaire qui existait avant la guerre de 39, qui est fragilisée par la guerre, parce que moins de bras, parce que les gens ont thésaurisé pendant la guerre, et donc il y a moins de distribution de ressources, etc., qui ont été moins partagées. Bon, voilà. Et puis un modèle même des caniers qui commence un petit peu à se réformer, où on constate effectivement qu'il faut sans doute moderniser les usines. Ça arrivera un peu après, dans les années 50. Mais la réflexion démarre de là. Et que le modèle de production qu'on a, il repose encore sur de la machinerie ou sur des éléments qui datent du 19e, qui ont été modernisés, etc., mais qui ne correspondent pas forcément à la nécessité au fait de pouvoir répondre quelque part à un nouveau marché mondial qui se réouvre après la guerre de 39-45. C'est-à-dire que là aussi, il y a une stagnation économique. C'est-à-dire que pendant la guerre de 39-45, on n'exporte pas de sucre. On ne peut pas. On a un blocus. Donc, il y a en fait, la concentration de l'économie sur le modèle canier ferme complètement le processus économique. Et tout ça, ça s'inscrit aussi dans le cadre d'un début de décolonisation aussi par rapport à la France. Qui arrive, en fait, c'est très vite après la guerre de 39-45, on a effectivement des positionnements sur des pays africains qui vont s'orienter progressivement sur une démarche de décolonisation qui peuvent être un petit peu, d'abord, entre guillemets, subie par la France, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas, pas rentrer dans ce mécanisme-là, mais elle ne peut pas l'empêcher parce qu'elle est plus faible. Sortir de la guerre, la France est à reconstruire. Donc, elle était reconstruire parce que idéologiquement, on a une fracture entre un régime pétainiste et un régime gaulliste, un antagonisme qui est encore très fort. Elle est à reconstruire parce que des dizaines de villes, des centaines de villes ont été bombardées. Et ça nous donne un paysage qui fait que la France va rentrer dans une démarche de reconstruction. Donc, voilà. Et en même temps, à côté de ça, elle ne peut pas être efficace complètement sur sa politique extérieure. Voilà. Et se dire qu'on maintient finalement à la fois le ressort, le levier économique des colonies, parce que pour la France, ces éléments ces colonies, c'est d'abord un espace de production économique pour elle. Donc voilà, on est dans un moment où effectivement, ce moment en fait de la guerre après la guerre de 39-45, progressivement, il va amener. C'est un mouvement qui va durer pratiquement jusqu'aux années 60. Voilà, donc il va amener progressivement en fait un mécanisme de décolonisation dans les pays africains, dans des espaces même l'Indochine, les espaces asiatiques,
qui eux-mêmes aussi vont rentrer dans des mécanismes de guerre extrêmement forts, qui vont durer vraiment très très longtemps. Donc il y a une recomposition de la carte mondiale après la guerre 39-45, et où chaque puissance se retrouve un petit peu en recherche, et les deux gros pôles qui ont finalement été préservés de ça, d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Russie, en fait émergent comme leaders. Voilà, donc c'est aussi le début d'une forme de réflexion plus bilatérale, voilà, où on va commencer à avoir les deux blocs qui se dessinent. Les deux blocs, des pays qui doivent s'aligner. Ouais. Le terme est très fort. Donc, s'aligner, c'est de se mettre dans la perspective du pays dominant qui choisissent de suivre. Ouais. Voilà. Donc, il y a un contexte géopolitique qui joue aussi. Et nous, là-dedans, voilà, on est dans ce truc, en fait, où finalement, tout se joue un petit peu autour de nous. Ouais. Et on est encore dans une société de plantation. Avant 1946, ouais. Et alors qu'effectivement, on sent que des bouleversements sont en train de se mettre en route, en œuvre, quoi, de par le monde, quoi. Voilà. En termes de situation, donc sur l'île, tu as parlé de crise financière, de la faim. Où est-ce qu'on en est ? Moi, j'avais vu qu'il y avait très peu de routes, il y avait très peu d'infrastructures. Donc, c'est quoi cette situation avant 1946 ? En fait, on a une Réunion qui est, alors effectivement, moderne et encore un pied dans la société qui construit sa modernité autour des éléments de la société de plantation. Alors, en quoi ? Alors, par exemple, c'est l'installation des premières turbines électriques sur les usines, avec des petites modernisations liées aux éclairages, etc. Donc ça commence à pointer son nez. On a deux ports. Un port à Saint-Pierre qui ne fonctionne plus vraiment, qui amène essentiellement, qui est un port de commerce qui commerce avec Madagascar, qui amène du riz à Saint-Pierre pour les besoins du Sud, essentiellement. Un port à la rivière des Galets qui a centralisé le commerce, donc où tout le commerce de la Réunion s'exporte et s'importe. C'est la porte d'entrée principale. Mais à l'époque, il était bouché, non ? Non, il y a eu des travaux. Il y a des travaux, mais ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a pu finalement le rendre pratique pour des bateaux de gros tonnage qui permettaient d'aller jusqu'à des paquebots. Voilà, des bateaux à 3 cheminées, donc qui sont des bateaux importants pour l'époque, qui pouvaient en fait amener à la fois des passagers et à la fois des marchandises. Voilà. À ce moment-là, on est aussi dans un contexte particulier. On n'est plus Avant, on était un peu le bout, l'achèvement en fait des lignes commerciales, ou en tout cas des lignes maritimes qui permettaient de se connecter à Marseille, Bordeaux, et par le canal de Suez d'arriver à la Réunion et d'entrer à la Pointe des Galets. Ce moment-là, avec la colonisation de Madagascar, qui à la fin du 19e a vraiment pris corps dans le territoire, et le fait que Madagascar est placé maintenant sous tutelle, sous domination de la France, en fait, c'est Madagascar qui devient le point final. Et nous, on devient l'étape. Avant, on était une étape. On était le point final, pardon. Et en fait, là, il y a un basculement. On perd cette place-là. La Réunion elle-même a servi un petit peu de colonie colonisatrice, quoi. On envoie des troupes d'occupation, des Réunionnais qui font leur service militaire, des colons, etc. Une administration qui va quitter la Réunion et qui va se recentraliser aussi à Madagascar. Et donc, du coup, un territoire qui est un peu, pas laissé pour compte, mais qui sans doute vit maintenant un peu dans l'ombre de Madagascar. On n'est plus dans une relation où on était dans quelque chose où elle n'est plus la colonie qu'elle a été jusque-là. Et la grande colonie française de l'océan Indien, c'est Madagascar. Ok. Voilà. Et on ne pouvait pas voir, du coup, ce modèle colonial d'avant 1946 continuer à perdurer. C'était pas quelque chose d'envisageable. Non, parce que aussi il y a une revendication des députés qui est que le fait que la colonie bloque aussi une évolution législative. C'est-à-dire que les lois qui s'appliquent en métropole ne peuvent pas s'appliquer à La Réunion parce qu'on est colonie. Oui. Donc les lois qui modernisent le travail social, qui modernisent le statut des ouvriers, etc., elles ne sont pas applicables parce qu'on est une colonie. Donc aller vers la départementalisation, c'est aussi ouvrir le champ en fait, vers un appareil légal, juridique, législatif qui est
plus important, voilà, et qui permet en fait de quelque part, sans doute, d'avoir de meilleurs leviers sur les questions du combat social, sur les questions des évolutions même du statut des ouvriers, etc. Dans un territoire où c'est un peu les deux profils d'un point de vue social, des ouvriers agricoles et des ouvriers d'usine et portuaires, voilà, qui constituent un peu la strate la strate active, voilà, avec des gens avec aussi une forme de travail qui est différente. On a des gens qui sont journaliers, on travaille à la journée, donc on est payé à la journée, donc on peut travailler un jour, pas travailler le lendemain. Voilà, donc il n'y a pas de notion encore de contrat à durée déterminée. C'est pareil pour les dockers. Les dockers, il y a un bateau qui est arrivé, on vient à la journée, ce jour-là, on prend 200 ouvriers, 200 dockers, le lendemain, on va en prendre 300. Voilà, donc il y a une forme de travail qui est différente, qui n'est pas du tout envisagée comme aujourd'hui. Et puis les gens, essaient de se débrouiller pour avoir une agriculture de subsistance, des éléments au quotidien qui leur permettent de mieux vivre. Voilà. Donc on a un contexte qui fait que, sans doute, le territoire il est très différent de ce qu'il était et que la départementalisation n'efface pas immédiatement tout ça. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire parce que c'est une forme d'équilibre, c'est une forme de lien social qui se fait autour du monde ouvrier et qu'on ne peut pas rentrer complètement dans cette question-là. Oui, ça ne peut pas se transformer du jour au lendemain. Et qui donc réclame cette départementalisation du côté de La Réunion ? En fait, on a un parti qui a commencé à émerger, qui s'appelle le CRADS, qui est le Comité républicain d'action démocratique et sociale, avec deux fers de lance qui sont Léon Lepéavanche et Raymond Vergès. Et ils mènent des actions concrètes de grève, de manifestations contre la vie chère. C'est-à-dire que déjà à l'époque, on est déjà sur une réflexion sur la vie chère. Parce que l'économie, elle est en grand écart, quoi. Elle profite à une élite et elle exclut en fait la masse populaire. Donc, et on est sur une société qui est un peu comme ça, qui est dans ce grand écart-là, qui permet l'émergence progressive en fait notamment du Parti communiste, alors d'une section du Parti communiste français qui est ouvert à La Réunion, une section réunionnaise du Parti communiste français qui est ouvert à La Réunion, qui évoluera vers la création d'un parti communiste dans les années 50, et avec une action syndicale qui est extrêmement implantée, voilà, et dont l'objectif, c'est à la fois de créer un arc entre les ouvriers du chemin de fer et du port, avec les ouvriers agricoles. Voilà, donc c'est comment en fait on peut faire une sorte de convergence des luttes pour reprendre un thème d'aujourd'hui, autour de ces deux groupes-là, pour créer un fonds commun, voilà, autour notamment des questions de l'évolution des statuts, du droit du travail, etc. Voilà. Mais pour que ce soit solide, il faut sans doute passer par ce filtre de la départementalisation, parce que ça permet en fait de démarger sur un régime légal qui est plus large, qui est plus stable, où les droits ouvriers sont déjà existants, et de pouvoir les appliquer localement. Et ce que j'avais compris, c'était que, à l'inverse, l'opposition, donc la droite et les possédants, eux s'inquiétaient de voir appliquer la départementalisation et de voir notamment les lois de la France s'appliquer sur l'île. J'avais lu notamment qu'ils craignaient l'impôt sur le revenu et ce genre de taxes qui arrivent. Oui, c'est-à-dire du coup, en fait, c'est comment en fait l'évolution statutaire risque de toucher en fait les privilèges de ce groupe-là. Bon, alors effectivement, parce que ça veut dire qu'on rentre dans un régime national, on n'a pas encore la sécurité sociale à ce moment-là, mais ça veut dire qu'il faudra anticiper aussi ce type d'évolution. Et c'est un peu une inconnue. Voilà, et sans doute qu'il y a aussi l'idée, dans la strate privilégiée, de rester sur une société qui maîtrise, c'est-à-dire une société qui est la société coloniale, elle est connectée à la société de plantation. Et donc, maintenir quelque part son cadre dans ce milieu-là, ça permet de garder quelque part une société où ses privilèges sont en action. Bien sûr.
Est-ce que la question de l'indépendance, elle se pose à cette époque? Pas tout de suite, non. C'est par exemple Paul Le Péavenche, c'est pas son cheval de bataille. Faut attendre Vergès, faut attendre vraiment Paul Vergès, pardon, Ouais. pour que cette question-là émerge. Plutôt dans les années 60-70, c'est-à-dire qu'à un moment où aussi l'appareil politique change. Comment Léon Le Péavenche n'est plus député, il veut plus se présenter. Ce sera Raymond Mondon qui, lui, devient député de La Réunion. Euh, Vergès, il y a une recomposition, un nouveau socle qui se recompose autour de Mondon et de Vergès. Et l'idée, c'est d'aller vers un schéma qui est une réunion autonome et indépendante. Quand on écoute le premier 33 tours de Maloya, où il fait les discours, il y a les discours du Parti communiste, il le pose clairement, quoi, hein, c'est-à-dire voilà, une réunion autonome et indépendante. Voilà. Ok. Donc il y a le schéma qui, du coup, amène la question. Mais c'est bien après. C'est bien après, c'est-à-dire, mais Ouais. c'est presque c'est presque une étape qui est, en fait, on a rajouté une étape qui est la départementalisation pour mieux quelque part sauter dans la celle d'après qui serait l'autonomie. C'est un peu paradoxal, mais ça a permis en fait de reconstruire un socle politique Mhm. qui a reconstruit un socle social, pardon, qui est plus fort, plus étayé. Et puis avec sans doute une capacité de la société à se projeter, où ici il faut réfléchir quelque part à son autonomie culturelle, c'est-à-dire ce qui émerge Ouais. de nouveau dans les années 60, c'est la notion d'identité réunionnaise. C'est comment en fait dans l'espace social on peut parler d'identité, de culture réunionnaise, mais ça passe par l'identité, et comment le champ, notamment de la langue, va être complètement investi dans les années 60 et 70, dans une période aussi où on a les premiers effets concrets de la départementalisation. Ouais. C'est-à-dire que 46, du jour au lendemain, on n'a pas d'effet immédiat. Voilà, ça c'est bon. Voilà. On a progressivement une modernisation du tissu. Par exemple, ça va être à Saint-Denis, sous la mandature de Gabriel Massé, l'ouverture, la création d'écoles. C'est près d'une cinquantaine d'écoles qui sont créées sur la mandature de Gabriel Massé, extrêmement modernes, avec une réflexion sur des terrains de sport, sur des places de stationnement pour les enseignants qui Ah ouais. auront des voitures et qui vont arriver à l'école en voiture. Ok. Voilà, donc un système de construction rapide qu'on appelle les classes éclairs, c'est-à-dire qu'on a des kits, Ok. on assemble les kits et on construit des classes, ce qui permet d'aller très vite, ils ne sont pas chers. Pratiquement même dans la période d'une première évolution avec les premières écoles à étage, c'est-à-dire voilà, avec vraiment des formes de petits immeubles où voilà, on reprend un modèle un peu standard aussi, mais au tout début, donc ces classes éclairs qui permettent d'aller très vite et de construire des modules très rapidement. À Saint-Denis, c'est 50 écoles dans les quartiers populaires, dans les anciens camps d'esclaves, d'engagés, d'ouvriers. Donc voilà, quelque chose qui est extrêmement fort, extrêmement... voilà, aucun maire a fait autant d'écoles Ouais. dans sa Sur mandature. Donc ça, c'est un effet concret, à la fois pas directement de la départementalisation, mais le fait que sans doute que des moyens financiers peuvent être mobilisés pour financer ce type d'opération. Et ça aussi, c'est nouveau. Voilà. Ouais, c'est une preuve. Donc ça, voilà. Et ces effets, ils vont continuer un petit peu à arriver progressivement jusqu'aux années 60. Et là, le terrain, il change un petit peu de forme. Enfin, le terrain de revendication, il change un peu de forme. Et on est sur un terrain qui est plus le terrain de la culture et de la langue qui va Mhm. émerger dans cette période-là. Mhm. Même si, sur le fond, on est aussi sur des aménagements nouveaux. Hein. On démarre, par exemple, 57-58, le tout début de la route du littoral. La route en corniche, elle n'est même pas Ouais. littorale, on l'a dit en corniche, hein, parce qu'elle est quand même très très près de la falaise à ce moment-là, elle est sous la falaise. Voilà, donc, et qui sera livrée en 63. Ouais. Voilà. On a les premières réflexions sur les immeubles qui sont menées des années 50, des premières constructions, des petites maisons qui sont réalisées dans les quartiers, par exemple, des Camélias, dans les quartiers de la Petite Île, dans les quartiers sur les zones un peu connexes de Théa-Sainte, etc. Et puis, très vite, l'idée des immeubles qui arrivent avec, dans les années 62-64, les premiers grands ensembles, c'est le Chaudron à Saint-Denis, c'est les Camélias, c'est un petit peu après Ravine Blanche.
Donc, on a une forme de modernisation qui va être marquée visuellement pour les gens par des écoles Ok. et ensuite par des Par immeubles. des Ouais. infrastructures. Et des bizarreries, enfin voilà, des choses qui sont un peu en équilibre. Par exemple, on a des écoles dans les champs de Cannes. Si on prend l'école d'Auxinonge à Saint-Denis, les habitants appellent l'école carreau Cannes. Parce Ok. on a construit l'école dans un carreau de Cannes. Voilà, et que c'était pour anticiper l'évolution future, l'aménagement futur de cette zone-là, la construction des immeubles qui allait arriver. Voilà, donc les deux marqueurs, en fait, c'est à la fois l'école et ensuite la construction d'immeubles et le changement du mode d'habiter de la case à l'immeuble. Et qu'est-ce qui est écrit en fait dans ce texte de la loi de 1900, du 19 mars 1946? Qu'est-ce qu'on dit concrètement? En fait, c'est d'abord un texte qui permet l'application de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, les lois qui seront votées en France Oui, sont applicables à La applicable. Réunion. Ok. Voilà, parce que du coup, avant, ici, on avait un gouverneur qui pouvait rendre des arrêtés, qui passait par un conseil privé, qui était un organe qui était autour du gouverneur, qui date du 19e, qui passait par un conseil général départemental. Mhm. Voilà, donc qui existait déjà. Et donc, on a d'abord une harmonisation légale. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que les lois françaises, enfin, les lois, il n'y a plus de loi réunionnaise. Oui. Il n'y a plus de décret réunionnais. Voilà, les lois françaises sont les lois qui sont applicables à la Réunion. Voilà. Mm. Et donc, du coup, ça, c'est un bond majeur. C'est un bond majeur dans l'évolution statutaire, sociale. Et ça va amener aussi le fait que la voix réunionnaise, elle peut être aussi entendue à l'Assemblée nationale de façon plus forte. C'est-à-dire que quand on discute des lois, Ouais. on peut aussi, du coup, mieux inclure Ouais. la question, en fait, des statuts des anciennes colonies dans ce contexte-là. Mm. Voilà. Totalement. Et c'est du coup aussi à ce moment-là que l'agriculture va diminuer et qu'on va avoir un secteur tertiaire qui va prendre plus de place. Ça se joue pas tout de suite comme ça, franchement. Ok. C'est-à-dire qu'on a d'abord un modèle agricole qui va rentrer en réforme. C'est les années 50, c'est Émile Hugo qui, lui, va faire une grande mission à Hawaï pour essayer de comparer, c'est-à-dire deux îles volcaniques qui cultivent de la canne avec un volcan un peu pareil. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Ok. Et donc, comment on peut, du coup, déjà moderniser les structures. Alors lui, il va lancer un mouvement dans les années 50 qui est la centralisation Mhm. des lieux de production. On ferme les vieilles usines du 19e, on récupère le matériel, on le transporte dans des usines, des plus grandes usines qu'on va moderniser. Donc on consomme d'abord tout ce qu'on peut réparer, on réinvestit ensuite pour agrandir. Donc par exemple à Saint-Paul, c'est la concentration à Savannah. Mhm. On ferme les ponts, on ferme les petites usines qui sont autour et on rassemble tout à Savannah. Voilà. Donc on prend des pôles qu'on va moderniser et puis avec un schéma en disant tous les 10 ans, on ferme une usine qui est un peu plus vieille et on remodernise et on concentre sur une usine qui est plus grande. Voilà. Donc on a un schéma. Voilà. Et ensuite, on va aussi réfléchir à la façon de transporter. C'est-à-dire Ouais. que maintenant, il faut peut-être, effectivement, comme les points d'usine sont plus éloignés des lieux de production, il faut réfléchir à un transport, par exemple, par camion. Ouais. D'avoir des camions qui transportent la canne des points les plus éloignés vers Avant, on l'usine avait le train ou des charrettes, ou des majoritairement charrettes. des charrettes. Ok. Voilà. Et donc, on ne peut plus transporter sur des volumes importants des charrettes parce que c'est trop loin et les animaux ne peuvent pas parcourir des Oui. distances. Voilà. Donc, il faut des moyens mécaniques. Donc, la distance amène la mécanisation de transport, forcément. Et Voilà. aussi la modernisation des routes pour que Oui, les camions pour que les camions puissent passer. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se joue d'abord sur cette question économique-là et sur cette question de la modernisation de la canne qui installe ce truc dans l'espace, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est effectivement, si dans le même temps qu'on a ce moment des années 50 de modernisation, on a la modernisation des écoles aussi. Donc, des infrastructures qui sont autour, voilà, l'habitat dans les années 60. Et donc, déjà, on est dans une première étape. Voilà. Ok. On a aussi la mise en place progressive de dispensaires, de PMI. Ça, c'est un effet de la départementalisation directement, où on va prendre en charge la petite enfance.
C'est-à-dire, voilà, les vaccinations. Voilà, alors, bon, ça se voit sur l'image, là, normalement. Les gens qui sont nés dans ma génération et qui ont été cicatrice sur l'épaule. Sur l'épaule. Voilà, donc c'est ça. C'est un marqueur de la départementalisation. C'est qu'on a été amené dans des PMI, dans des dispensaires, et en fait, on a été vacciné, et donc la polio, etc. Et donc, ça fait c'est une scarification qui reste sur la peau. Voilà, et donc ça, c'est un marqueur. Et donc, on voit la génération, d'ailleurs, qui a été machin. Donc, si on prend des plus jeunes, il faut regarder vos épaules. Ben, vous n'avez pas, mais les épaules des parents, vous avez ça dessus. Exactement. Voilà, donc on a un petit marqueur de la départementalisation sur nous. Et donc les PMI, les dispensaires, ça veut dire aussi on amène des nouveaux éléments d'un point de vue local. C'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, pour les foyers, un des marqueurs de la départementalisation, c'est le lait glycose. Voilà. Donc alors, on dit la MOC pour désigner le support qui est la boîte glycose. Dans cette boîte, en fait, on la fait remplir dans la pharmacie ou dans les PMI. Et donc, les femmes, en fait, peuvent bénéficier, en fait, pour leurs enfants, du lait glycose, voilà, du lait Lamoc. Voilà, donc du lait en poudre. Du lait en poudre. Okay. Et souvent, dans les familles réunionnaises, on réutilise ce support-là, le lait Lamoc, en fait, comme timbale. Donc, si vous ouvrez les armoires de vos grands-parents, et ben vous allez retrouver des mocs gigos dedans. Donc, on n'a plus le papier, c'est des mocs un peu en alu, une espèce de machin, donc avec un couvercle. Et on s'en sert comme verre. Voilà, comme verre. Et les gens, il y a beaucoup de vieux qui ont un souvenir là-dessus. C'est qu'on mettait ce verre-là en métal avec de l'eau dedans, on le mettait au frigidaire, et du coup, ça faisait de l'eau qui était presque plus fraîche. Parce que l'eau avait été refroidie, tenue par le métal, tout ça. Donc, voilà. Et donc, cette boîte de lait glycose, c'est un marqueur de la départementalisation. Okay. Et ça accompagne la question de la prise en charge de la petite enfance, les vaccinations, etc., la modernisation, et aussi un recul de la mortalité infantile. Oui. Voilà, donc la vaccination permet d'agir sur la mortalité infantile. Et le lait permet d'agir en partie sur le dénutriment ou la malnutrition des enfants. Et puis sur des enfants qui parfois arrivent à l'école sans repas. Voilà. C'est aussi la mise en place des cantines scolaires. Donc avec la possibilité, pareil, d'une filière de production de lait à La Réunion, Sicalais, qui peut permettre de produire du lait au chocolat, qui est servi à l'entrée des écoles aux enfants, en guise de petit déjeuner. C'est un effet de la départementalisation aussi. Okay. Voilà. Donc, en fait, on a tout l'écosystème réunionnais qui se met en fait en fonction autour en fait, des besoins déjà de la primaire, de la petite enfance, des enfants, etc. L'école, l'alimentation, le lait. Voilà. Et déjà, ça, c'est un écosystème de modernité qui est très fort. Voilà, sur le côté santé, il y a notamment la fin de l'épidémie de paludisme qui coïncide avec l'arrivée de la départementalisation. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, mais c'est pareil, c'est un effet des communes. C'est-à-dire que, en fait, dans les années 50, par exemple, vous avez beaucoup de quartiers de Saint-Denis, si on prend Saint-Denis, parce que c'est une zone qui est parcourue par des rivières. Et en fait, il faut... on a du paludisme installé, on a même une cartographie qui est faite, qu'on retrouve dans les archives de la SHLMR, de la SIDR, pardon, à l'époque, qui inventorie les zones impaludées de Saint-Denis. Mais du coup, comment construire des immeubles ou de l'habitat moderne dans une zone où en fait on a la maladie. Voilà, donc il y a une réflexion là-dessus. Il faudra attendre la mandature d'Auguste Legros. Donc c'est Auguste Legros qui va dire, là, oui, pour en finir définitivement, il faut un grand projet qui consiste à endiguer les rivières pour assécher les bras de ravine qui se jettent dedans. Et là, à ce moment-là, finir avec le paludisme. Donc c'est 1972-1977 à Saint-Denis. Donc c'est très très tard. Okay. C'est très très tard. Donc alors pareil, on a des éléments, on va ramener des petits poissons dans les rivières pour manger les moustiques, les larves de moustiques, pour rompre le cycle du paludisme. Mais à Saint-Denis, c'est vraiment très tardif. C'est-à-dire que, en fait, c'est avec la mandature d'Auguste Legros qui va, dans le quartier de la Source, notamment, créer tout ce cheminement en béton dans le ruisseau des Noirs, etc., qui va permettre de canaliser les ravines. Et là, on arrête le paludisme, effectivement. Cette canalisation permet aussi de mettre complètement les zones hors d'eau, voilà, et de renforcer finalement une forme de sécurité. C'est-à-dire qu'avant ça, la Source, c'est Venise, quoi. Hein, c'est-à-dire que tous les... Voilà, c'est parce qu'on a des cours d'eau, on a 15 bras de ravines différents qui parcourent ces espaces-là. Donc, du coup, il faut penser un système. Écologiquement, c'est une catastrophe. C'est pas bon. C'est-à-dire qu'on a mis du béton dans des ravines. Aujourd'hui, il faut plus faire ça. Voilà. Mais à cette époque-là, c'est une solution, en fait, pour... Et là, on efface vraiment le paludisme de Saint-Denis totalement.
Parce Voilà. que j'avais vu que le paludisme, ça représentait plus de 30% du taux de mortalité à La Réunion Oui. avant les années, je sais pas, Oui, 45. il y a des études C'est énorme. c'est énorme, et puis il y a des études qui montrent aussi que de génération en génération, les Réunionnais ont développé une résistance. C'est encore observé actuellement en médecine, D'accord. c'est-à-dire qu'il y a, pour certaines maladies qui sont des maladies dites tropicales, sans doute que nous, de génération en génération, on a développé des résistances naturelles à ça. Voilà, ça ne veut pas dire que on Oui, résiste à qu'on est. tout, hein, voilà, on est né. Ça veut dire qu'on est sans doute un peu plus résistant, voilà, D'accord. et qu'on peut affronter certaines maladies de façon plus facile. Mais il faudra vraiment attendre, voilà, effectivement, Auguste Legros, pour qu'on arrête voilà, d'avoir des zones qui sont impaludées et qui est une résultante à la fois en fait d'une modernisation. C'est le fait qu'on ait un ministre réunionnais, Raymond Barre, qui est en métropole, qui permet de faire aussi la prise en compte de mesures de financement qui vont arriver jusqu'à La Réunion pour demander en fait de l'argent pour financer ce type de grands travaux. Et progressivement, voilà, un schéma qui dit, bah oui, bah, si on peut faire ça, effectivement, voilà. Donc Auguste Legros avait Hmm. cet ancrage très populaire à Saint-Denis qui a touché directement des quartiers populaires, qui sont les anciens camps d'esclaves, d'engagés, qui étaient des camps d'ouvriers de la ville, hein, qui travaillaient énormément, donc avec une attractivité qui est très, très forte dans le territoire à ce moment-là, et qui fait que ben, beaucoup de gens migrent des territoires extérieurs de Saint-Denis. Voilà, et quand vous faites par exemple des enquêtes dans les clubs de troisième âge aujourd'hui à Saint-Denis, c'est compliqué de trouver des gens qui sont nés à Saint-Denis. D'accord. Parce qu'en fait, ben, vous êtes sur la génération de la départementalisation. Des gens qui sont arrivés dont les parents sont arrivés comme ouvriers ou eux-mêmes sont arrivés comme ouvriers à Saint-Denis, mais qui viennent de Saint-Joseph, de Saint-Pierre, de Saint-Louis, des Hauts, etc. Et la ville permettait, en fait, avait une attractivité qui était très forte liée à sa modernisation. Ok. Et donc, permettait en fait l'installation d'ouvriers, de gens qui venaient de quartiers et qui se sont installés dans ces quartiers populaires qui sont les anciens camps de Saint-Denis. Voilà, et donc ben, c'est un effet aussi de la départementalisation, c'est-à-dire Ouais. la modernisation crée de l'activité et de l'attractivité des villes. Et ces personnes qui se déplacent quand ils vont à Saint-Denis, c'est pour faire quel travail? Est-ce que c'est toujours du travail ouvrier ou est-ce qu'ils basculent dans quelque chose de plus autour du service Oui, administratif? on est sur du service et l'administratif. Alors, on est sur du service pourquoi? Parce qu'en fait, ben, quand vous créez des écoles, vous créez des enseignants, Hmm. des femmes qui sont enseignantes, des couples qui sont enseignants. Et là, en fait, ben, vous ne pouvez plus vous occuper de votre maison. Donc, il vous faut, ben, par exemple, une cuisinière, il vous faut une bonne, il vous faut une nénane, une nourrice Mhm. qui va s'occuper aussi d'aller chercher vos enfants, voilà, donc quand vous travaillez. Donc, en fait, il y a un écosystème qui se greffe en fait sur la modernisation des métiers et qui fait qu'on a encore besoin en fait de gens qui sont dans les métiers de service. Voilà, des gens qui vont laver votre linge. Voilà, vous n'avez pas encore de machine à laver dans toutes les maisons, donc il y a encore des lavandières, des blanchiseuses. Vous avez encore on dit aussi lingères pour des femmes qui recousent, etc. Donc en fait, tous ces métiers qui permettent à des femmes sans qualification directe, hein, mais qui sont issues de la société presque encore de plantation, en fait, de basculer vers une sorte de ville moderne, tout en mettant en œuvre en fait des métiers de service, Mhm. voilà, mais qui vont permettre elles-mêmes d'avoir leurs enfants qui sont scolarisés et qui rentrent en fait dans un schéma moderne comment dire de vie quotidienne, quoi, Mhm. voilà. Donc c'est un ensemble qui fait que la modernisation, enfin tous ces éléments-là font aussi qu'on a besoin de nouveaux métiers dans le territoire. Donc, tu nous as dit que d'un point de vue santé, on a une chute de la mortalité Oui. infantile, une meilleure nutrition aussi des enfants, on a le paludisme qui diminue, et tout ça nous emmène du coup à une démographie qui augmente à la suite de ça. Un petit peu, c'est-à-dire progressivement, on aura une amélioration en fait des courbes hein, démographiques, c'est-à-dire à la fois un recul de la mortalité et puis une augmentation de la natalité. Donc Mm. on a un gradient qui s'écarte un peu et qui fait qu'effectivement, à la fin des années 70, on a déjà un renouveau générationnel qui est beaucoup plus important qu'avant. Voilà, Ok. donc c'est un effet direct aussi comment dire, de la départementalisation à ce moment-là, parce qu'on touche directement à la fois aux conditions de vie, aux conditions sanitaires, aux conditions de santé au quotidien. D'accord.
Maintenant, on peut basculer plutôt sur nuancer tous ces changements. Oui. Qu'est-ce qui est reproché à la départementalisation? En fait, c'est sans doute que c'est une sorte d'accélérateur. C'est-à-dire, faut le ramener après dans le concept réunionnais. Les Réunionnais ne parlent pas de départementalisation. C'est pas le mot qu'ils emploient. Presque, c'est un. Alors, ils sentent bien qu'il y a une rupture politique. En fait, les Réunionnais ont inventé un chrononyme, une façon de définir le temps. Mm. C'est la notion de temps longtemps. 1938-1975. Donc, en fait, pour les Réunionnais, les premiers effets de la départementalisation, on est d'accord que ça on commence après 46, hein, mais évidemment, Oui. mais bouleversement. voilà, le bouleversement, il est dans ce fait-là, c'est-à-dire d'être dans une société de 1938 qui est encore dans une société coloniale et de basculer dans une société entre guillemets moderne. Ok. Et qui fait que le Réunionnais, lui, il sera à ce moment-là dans une sorte de point d'équilibre. Le Réunionnais, il a encore un pied dans la société de transplantation et il a un pied dans la société moderne. Il est donc il va rentrer progressivement dans cette société moderne, dans une modernité soit qu'il va subir, parce qu'il ne la choisit pas, parce qu'on lui dit il faut passer à l'immeuble, mais passer à l'immeuble, par exemple, c'est Bien sûr. ne plus avoir d'élevage, ne plus avoir de petite économie, du troc, de l'échange, de ce qui faisait par exemple la cour, c'est-à-dire qu'on récupérait plein de trucs, on mettait un peu en amas là, on aura besoin de ça, ou peut-être qu'on n'aura pas besoin, mais c'est là au cas où. Voilà, des pièces de tôle, des bacs en fer, etc. Donc une économie de la transformation, de la débrouille. Ça remet en question même leur identité. Quelque part, l'identité même de pratique et même Ouais. la capacité à créer. Voilà, donc donc c'est une entrée dans une modernité qui peut être subie et pour une autre partie de la population qui peut être choisie, c'est-à-dire qui leur permet aussi d'être dans une forme d'ascension sociale. Cette ascension sociale, c'est l'école, et on remonte un petit peu pour comprendre ça à 1848. À l'abolition de l'esclavage, on a une population laissée pour compte. C'est les afrodescendants, les CAF, qui sont abandonnés par le système. Donc, ils sont complètement laissés. Voilà, on ne leur propose pas de suite. On leur dit, oui, là maintenant, débrouillez-vous. Maintenant, nous, on investit sur les engagés. Si vous voulez être dans ce contexte-là, soit vous retravaillez pour votre ancien propriétaire, votre ancien maître, soit vous avez un petit lopin de terre et vous êtes un peu autonome. Et sinon, voilà. Donc, on abandonne une partie de la population. 1950, avec la création des écoles, on repart vers cette population-là et on la réintègre dans la citoyenneté. On lui a donné à cette population la citoyenneté en 1848. Ils deviennent citoyens par la République. Sauf que cette citoyenneté, elle n'est pas appliquée. Et donc, du coup, pour qu'elle rentre en fait dans un biais commun, il faut des structures qui portent la citoyenneté. Et donc, les écoles portent la citoyenneté. Donc, il faut un siècle. C'est-à-dire, en un siècle, on abandonne des gens. Et enfin, on va les abandonner pendant un siècle, on va les laisser un peu comme ça. Et là, en 1950, en fait, on va vers ces personnes et on leur dit, voilà, ce qui va vous permettre votre réussite, ce n'est pas votre présupposé racial, ce n'est pas votre couleur de peau, ce n'est pas votre naissance, vous êtes riche ou vous êtes pauvre. C'est le fait que vous entrez à l'école et que la République vous donne désormais un cadre de formation et dans lequel vous allez pouvoir ressortir avec un métier. Et donc, il faut attendre 1950 pour ça, pour que l'école soit obligatoire pour tout le monde et que ce socle commun-là de descendants d'affranchis de 48, ils puissent, à cette fois, réintégrer cette société de la départementalisation. Donc, c'est extrêmement important d'un point de vue de l'impact social. Okay. On peut aussi peut-être nuancer le progrès par le fait que certes, on bascule d'un monde colonial à un monde où on est un département et on est la France. Donc, d'un gouverneur à un préfet. Mais par contre, tous les chefs de service, tous ceux qui entourent ce nouveau préfet sont en fait les mêmes personnes qui... En fait, on a une structuration administrative qui est locale, qui est réunionnaise à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a encore un appareil colonial qui est plutôt composé de Réunionnais. Et progressivement, avec la modernisation, pour accompagner la modernisation, on aura effectivement la nécessité de faire venir de nouveaux cadres qui sont chargés d'appliquer les mesures de modernisation. Donc, mais au départ, quand vous regardez même la création de la sécurité sociale, etc., vous avez des structures qui sont portées en fait par des Réunionnais. Ouais. Voilà. D'un point de vue des soins, par contre, on a quand même on n'est pas encore, le saut, le switch de modernisation
il n'est pas franchi. Il faudra attendre très longtemps. D'accord. Alors, il n'est pas franchi pourquoi? Enfin, il est franchi d'une autre façon, on va dire. C'est que toutes les prises en charge classiques qu'on a aujourd'hui, quand vous êtes en situation de handicap, quand vous êtes malade, etc., ben, vous avez un cadre qui est la sécurité sociale, qui est des accompagnements, la prise en charge de vos médecins, etc. À La Réunion, en fait, ça n'existe pas. Donc, vous avez des médecins de ville, un hôpital colonial qui vous prend en charge, qui est vieillissant, voilà, une médecine de ville qui est surchargée parce que, ben, effectivement, elle est plus efficace, mais c'est des médecins qui eux-mêmes sont surchargés par la demande. Et du coup, en fait, ben, il faut moderniser ces structures-là. Et en fait, les structures qui vont porter cette modernisation, c'est l'Église catholique. Donc, on aura des personnages, des prêtres bâtisseurs. Le père Favron, par exemple, dans le Sud, qui, lui, ben, va réfléchir à dire, voilà, ben oui, on a des enfants qui sont malades, qui souffrent de malnutrition, de nutrition, voilà, il faut un hôpital. Voilà. Et donc, ben, par exemple, c'est la construction de l'hôpital sur le plateau de Rochemaigre à Saint-Louis. Donc, il faut construire un hôpital pour accueillir les enfants. Donc, au départ, il commence avec un garage, Pouponnière, où il reçoit 12 enfants. Il va chercher l'argent, il va chercher le terrain, pardon. Il fait construire l'hôpital qui est gigantesque, plus d'une centaine de lits, très moderne, voilà, qui sera inauguré par Michel Debré. Hein, voilà. Et donc, et pareil, une fois cette mission-là faite, ben, il faut aussi construire des pavillons pour des gens qui sont à la retraite, qui ne peuvent pas être pris en charge par la famille, donc des maisons de retraite. Voilà, donc, ça, c'est pris en charge par l'Église catholique. Donc, c'est pas porté par le département? Pas porté par l'État, ni le département. Okay. Voilà, donc, les prêtres eux-mêmes font des collectes, vont chercher l'argent. Voilà. Ils demandent quand même de l'argent de l'État parce que ben, l'État donne, et donc on a une loi, le FIDOM, qui permet en fait de financer une partie de ces équipements. Et donc voilà, on a des créations d'hôpitaux comme ça. À Saint-Denis, on a la même chose. C'est par exemple l'hôpital des enfants, où là on a une sœur Colette, qui elle en fait est pédiatre et donc va rentrer en religion, va devenir sœur, et qui est franciscaine. Et qui, elle, va reprendre les missions, les franciscains reprennent les missions en fait, d'une association qui est l'association Saint-François d'Assise, et qui va prendre en charge deux choses. D'abord, la mise en place en fait, d'un centre de formation pour des femmes qui vont être aides-soignantes, qui vont pouvoir assister en fait, ben, des femmes dans les accouchements, etc. Et donc créer une école de puéricultrice voilà, qui est chargée de cette formation-là, d'avoir des pavillons qui vont prendre en charge les personnes âgées. Elles vont réunir 3 millions de francs à l'époque pour financer la construction de l'hôpital. L'État va donner un peu plus d'1 million, 1,5 million en fait pour le financement de l'opération. Elles font construire ça par le cabinet Hébrard, qui est un cabinet moderne, donc c'est une architecture moderne. Le bâtiment a été reconnu comme architecture remarquable du XXe siècle. Okay. Elle a bénéficié d'un label là récemment. Et donc construisait un hôpital qui, encore aujourd'hui, ben, est l'hôpital des enfants, est très moderne, accueille aussi des unités pour les enfants qui sont dysgraphiques, dyslexiques, etc. Donc, il y a ils font rentrer, en fait, au tout début des années 50, La Réunion dans une modernité où l'État ne peut pas encore intervenir. Donc, c'est l'Église catholique qui intervient par le biais de ses bonnes œuvres pour construire des structures qui vont être laïcisées après. C'est-à-dire, progressivement, un peu après les années 70, en fait, ces structures vont être laïcisées et donc on va avoir des aides-soignantes et moins de personnel religieux. Voilà. Donc, moins de sœurs présentes, même si on a encore des sœurs, mais moins de sœurs présentes et des personnels religieux. Et sœur Colette, c'est la première femme pédiatre. D'accord. Voilà, donc la première femme pédiatre, docteur, présente à La Réunion. Donc, voilà, donc c'est aussi, une avancée incroyable d'un point de vue de la modernité. Et qu'est-ce qui n'a pas été réglé alors avec la départementalisation ? Alors, ce qui n'a pas été réglé, c'est qu'on n'a pas su anticiper une sorte d'évolution qui arriverait après. C'est-à-dire, on a mis en place un schéma, c'est-à-dire qu'il fallait effectivement construire des écoles. Les écoles primaires vont être gérées par les communes, les collèges vont être gérés par le département, la régionalisation fait que les lycées vont être gérés par le conseil régional. En fait, ce qui n'a pas été pensé, c'est le schéma global d'évolution du territoire. C'est-à-dire que l'aménagement n'est pas pensé. Voilà. Il est chaotique, il va rentrer dans une sorte de schéma un peu urbain qui va
qui va être un peu placé sous tutelle de la région, mais les communes font finalement un peu, d'abord dans l'urgence et dans ce qu'elles savent faire, dans les moyens Parce que qu'elles tu ont. nous as quand même parlé de Saint-Denis, toutes ces Oui, réflexions d'urbanisme, mais en fait, c'est à l'échelle de la commune, c'est pas à l'échelle de l'île. complètement. Pas à Ok, l'échelle du territoire. On a des axes qui vont être créés, la route la route du en littoral qui est corniche. livrée, Hmm. 63, voilà, inaugurée par Michel Debré aussi, qui permet l'axe entre comment dire, le cœur économique qui est le port et le cœur administratif qui est Saint-Denis. Voilà. Mais globalement, finalement, les Réunionnais se déplacent peu, hein, de ville en ville Mhm. dans le territoire. Et on travaille surtout dans sa ville, dans sa proximité. On se marie avec des Ouais. filles de la ville d'à côté ou de la ville. Voilà. Donc il y a peu de mouvement, hein, dans le territoire. Il y a peu de déplacements dans le territoire. Des routes qui restent très faibles, qui sont encore peu développées. Début des années 50, il y a 25 kilomètres de routes goudronnées. Ah oui. Voilà, donc c'est des chemins qu'on Ouais. a. Et en fait, ce qu'on va avoir, c'est d'abord une modernisation qui sont le fait de transformer les chemins départementaux en routes départementales, et donc les goudronnés, etc., pour mettre des voitures. Donc c'est sans doute que ça, cette vision de l'aménagement et de la prise de conscience qu'effectivement, il aurait fallu aussi cristalliser certaines zones, réfléchir à l'impact du positionnement de l'habitat social dans des zones de ravines. Et là, on en paye le coût aujourd'hui. De réfléchir aussi comment dire, à toute la logique d'écoulement, etc., d'aménagement global du territoire. Ça, c'est un raté de cette époque-là parce que l'urgence était ailleurs. Voilà, il fallait loger, il fallait former, il fallait protéger, il fallait faire rentrer les gens dans un régime légal qui soit voilà, Mhm. dans un droit du travail, dans une protection sociale et que cette urgence-là n'a pas permis finalement de traiter la question de l'aménagement du territoire de façon, hormis par le filtre de la construction des lycées, des collèges et des écoles. Voilà, quelques routes, mais avec un schéma qui est plus lié à la régionalisation, hein, qui sera porté un peu plus par la région après, quoi, mais qui arrive tardivement, qui arrive dans les débuts des années 80 et qui sans doute souffre déjà à ce moment-là d'un retard structurel de réflexion par rapport à ce qui s'est fait avant jusque-là. Et pour conclure, comment est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cette date du 19 mars 1946, elle est perçue? Alors, moi, je pense qu'à l'EPSU, d'un point de vue aussi, alors, sans doute dans une page qu'il faut aussi poser, c'est en fait la partie culturelle. C'est-à-dire qu'on a hérité aussi dans cette période-là d'un débat sur la langue, sur l'écriture, sur l'identité réunionnaise, et que cette question en fait de la modernisation de la Réunion, elle s'est aussi pensée sur le terrain de l'identité culturelle et qu'on a réussi finalement à moderniser sans perdre notre identité, sans Ouais. perdre la langue, et même en ayant un foyer de production littéraire qui est extrêmement dynamique, une réflexion sur l'identité qui est extrêmement dynamique, et qu'on a su en fait finalement équilibrer ces deux contextes-là. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Laurent, Merci à vous. pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé. On remercie à nouveau, du coup, nos sponsors sur cet épisode, le département, l'Iconothèque historique de l'océan Indien, et un grand merci à Lucas de Trapèze Studio.